Voilà, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de File System Security sous Linux. Quelques références que j'ai utilisées pour ce cours. Alors, on va parler en premier de User and Group. Chaque utilisateur est qualifié comme un User ID, est un user. Et il a un User ID ou un UID. On voit par exemple ici User 1, User 2, User 3. Vous pouvez avoir des groupes qui sont des groupes ID, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Un utilisateur peut faire partie d'un groupe ou de plusieurs groupes. Typiquement, user 2 fait partie uniquement du groupe 4, tandis que user 3 fait partie de ces trois groupes qui sont là. Les fichiers /etc password et /etc group contiennent justement password, la liste des user ID, des users qui font partie, qui sont déclarés sur un ordinateur, et le groupe, la liste des groupes. Si je prends ce fichier-là que j'affiche, je vois qu'il a ses droits, on va revenir après sur ses droits ici, qui appartient à l'utilisateur root, au groupe root. Si j'affiche ce fichier, on voit le nom des utilisateurs. Le X ici indique que le password de l'utilisateur est contenu dans le fichier /etc shadow. On a le group ID et puis le user ID et puis le primary group ID. Ensuite, on a un full username qui est un nom complet comme Jean Roland Schuller et puis le home directory dans lequel cet utilisateur va être redirigé lors de la connexion, lors du login. Et puis le bash, la commande qui va être exécutée lorsque l'utilisateur user1 va faire un login sur cette machine. Quelques commandes qui permettent de visualiser le fichier passwd. Si je veux mettre un utilisateur supplémentaire, add user ou user add, supprimer un utilisateur user del ou user mod pour modifier un utilisateur. Voilà. Alors pour les groupes, on a, si je visualise ce fichier-là, on a exactement la même chose ici et on voit le groupe, le nom du groupe, le password qui n'est pas utilisé, le groupe ID et les utilisateurs qui font partie de ce groupe 1. Quelques commandes qui nous permettent de travailler, de visualiser, de modifier ces groupes. Le fichier /etc shadow contient les mots de passe des utilisateurs qui sont déclarés sur la machine. On voit ici l'utilisateur, user, le nom de l'utilisateur. On a une première balise ici, un $6. Ensuite, on a le password qui se trouve ici. Hop. Et puis d'autres informations qui viennent par là. La première balise qui est ici, le 6, indique quelle est l'encryption du password qui est ici. Typiquement, si je n'ai rien, c'est du chiffrement DES. Si j'ai un 1, c'est du MD5, 2A, c'est Bluefish, 5, c'est SHA-256 et 6, c'est SHA-512. Plus le chiffre est élevé, plus le password est sécurisé. Le chiffrement du password est sécurisé. On a ici une deuxième balise. On a la première balise qui est là, le dollar ici et jusqu'ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle le salt value, qui permet de chiffrer un password identique de plusieurs manières différentes. Typiquement, si je mets un utilisateur, je mets le mot de passe 1, 2, 3, 4 à l'utilisateur 1, ce 1, 2, 3, 4 va être chiffré d'une certaine manière. Le système va générer un nombre aléatoire, une salt value, un nombre aléatoire ici, qui va configurer l'algorithme pour le password 1, 2, 3, 4 et on aura un certain chiffrement ici. Si je fais une deuxième fois j'utilise une deuxième fois le password 1, 2, 3, 4, le système va générer une autre salt value
et le password doit être encrypté différemment. Ça évite des attaques de type dictionnaire. Ensuite, vous avez d'autres informations. Quand est-ce que il a été changé, le nombre minimum de jours pour qu'on demande un nouveau changement, etc., le nombre de jours maximum, et voilà différentes informations qui se trouvent dans ce fichier-là. Si je veux changer le contenu du password, j'ai la commande password qui va encrypter, qui va demander un password et qui va l'encrypter de cette manière-là. Vous avez plusieurs algorithmes et il est possible de, avec password, de dire quel algorithme on peut utiliser. Il est conseillé d'utiliser effectivement SHA-512, c'est le plus sûr actuellement. User and Group, on peut afficher les User ID et Group ID. Par exemple, dans ce programme qui est ici, j'affiche le Real User ID avec cette commande ici, Get User ID, Get Group ID. Et j'affiche ça comme ça. C'est Real User ID, c'est l'information qui est là. Puis après, j'affiche l'Effective User ID, puis Effective Group ID. On verra que sous Linux, il y a deux numéros, le Real User ID et puis l'Effective User ID. On verra à quoi ils servent par la suite. Et ça, ce sont les différentes commandes qui permettent d'accéder à ces informations. Alors, si j'affiche ça, je suis l'utilisateur root et j'effectue je lance ce programme. J'ai Real User ID qui est égal à 0, c'est-à-dire c'est root. Effective User ID, c'est root aussi, puis groupe, c'est root. Je change de groupe à 500. Je fais un set group ID et puis j'affiche ça. C'est les deux lignes qui sont là. On voit que le Real User ID et Effective User ID n'ont pas changé. Par contre, le Real Group ID et Effective Group ID a changé. Comme on le voit ici. Je change maintenant le User ID à 500, set User ID, et c'est la dernière ligne qui est là, et je vois que maintenant le User ID et l'Effective User ID ont changé, comme on a changé précédemment le Group ID puis l'Effective Group ID. On va revenir après sur la différence entre les deux ID qui sont là. Alors les File Permissions, chaque fichier ou répertoire a des droits d'accès. Ce sont les File Permissions de standard sous Linux. C'est Read, Write, Execute. Ces droits sont séparés en trois catégories: le propriétaire du fichier, le groupe propriétaire et tous les autres. Donc le propriétaire du fichier peut avoir les droits Read, Write, Execute. Le groupe propriétaire, la même chose, et tous les autres peuvent avoir ces droits-là. Chaque fichier a un type, soit c'est un fichier, s'il y a un tiret, soit un répertoire, un lien symbolique, etc. Tout dépend du type de fichier qu'il y a sous Linux. Il y a une différence entre les files et folder permission, les permissions des répertoires. Si je prends un fichier, read, write, execute, c'est évident, on peut lire le fichier, on peut modifier, créer, effacer, renommer le fichier, puis on peut exécuter le fichier. Pour un folder, pour un répertoire, on peut le read, on peut lire le contenu du répertoire. Le write, il permet de créer, effacer, renommer des fichiers dans ce répertoire. Et puis l'execute, eh bien, il permet de rentrer dans le répertoire. Je peux faire un change directory à l'intérieur du répertoire. Pour changer ces droits, on a la commande change mode avec en octal la valeur qui est ici. Typiquement, pour le owner, le propriétaire du fichier, il y a les 3 bits à 1, read, write, execute. Pour le groupe propriétaire, il n'y a que le read, le flag read qui est à 1. Puis pour tous les autres, il n'y a que le read qui est à 1. Si je veux changer le propriétaire et le groupe propriétaire du fichier, c'est la commande change owner.
Alors, une remarque importante, si un utilisateur peut créer, effacer, renommer des fichiers dans un répertoire, il peut effacer un fichier dans ce répertoire même si ce fichier est un write protect. Il ne peut pas le modifier, mais il peut l'effacer. Par exemple, je suis l'utilisateur Schuller, j'ai un répertoire testdir qui est ici. Ce répertoire, eh bien, pour le propriétaire du répertoire, c'est Schuller, le groupe propriétaire, c'est Schuller. On a le write qui est ici. Je viens dans le répertoire qui est ici. Dans ce répertoire, j'ai un fichier test file qui est uniquement en read-only pour le propriétaire, le groupe propriétaire et tous les autres. Si je fais un rm test file, eh bien, on peut effacer ce fichier bien qu'il n'ait pas les droits de write ici. Notez que c'est bien l'utilisateur, c'est le même utilisateur qui est ici. On verra que on peut avoir des droits sous Linux. Il y a des attributs étendus que l'on peut utiliser pour vraiment empêcher un fichier d'être effacé. Si dans un exécutable, je dois voir les droits d'un fichier, j'ai une commande stat qui me permet de donner le nom du fichier et puis d'initialiser des droits, puis je peux accéder à ces droits de cette manière-là. On a sous Linux 3 bits supplémentaires. On a vu read, write, execute. On a encore 7 user ID, 7 group ID et sticky bit. Alors, le 7 user ID, change user ID on execution. Il va changer l'identificateur l'identificateur user ID lorsqu'il exécute ce programme. Le programme typique, c'est password. Si je suis l'utilisateur Schuller, je veux changer mon password. Pour faire ça, je vais devoir accéder au fichier /etc shadow. Et ce fichier, eh bien, seul root peut modifier ce fichier-là. Si je reviens un peu en arrière, j'avais affiché shadow ici. Et puis, le propriétaire c'est root, shadow, pardon, c'est password, shadow. Ah, ben je ne l'ai pas affiché. Si je prends shadow, alors je viens ici, git ls-al /etc shadow. Voilà. Alors ici on voit, eh bien, il n'y a aucun droit qui est accordé ici. Alors seul root peut modifier ce fichier-là et les autres ne peuvent pas modifier. Donc ça veut dire que si je suis l'utilisateur Schuller, voilà, et que je veux modifier mon password, je dois prendre cet utilitaire-là qui va modifier le fichier /etc shadow et on ne peut pas le modifier. Si on regarde, cet utilitaire-là a le bit 7UID bit mis à 1. C'est le S minuscule qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'exécute ce programme, je suis l'utilisateur Schuller. Grâce à ce bit, j'ai les droits du propriétaire du fichier qui est root. Donc, durant un bref instant, je viens root et je peux modifier le fichier shadow. On a strictement la même chose, 7 group ID pour ce bit SUI, 7 group ID. Et il va un programme qui a ce bit à 1, eh bien, aura les droits des groupes propriétaires de ce programme. Le dernier, le sticky bit. Le sticky bit a deux fonctions. Lorsque un programme démarre, par exemple, je démarre le programme ls, qu'est-ce qui se passe? Il est copié depuis le disque dur dans la mémoire RAM, et s'il a ce sticky bit mis à 1, il va rester en mémoire RAM un certain temps.
de manière à ce que la deuxième fois que j'exécute ls, il est déjà copié en mémoire RAM et le démarrage sera plus rapide. C'est un peu moins utilisé maintenant parce que la vitesse des processeurs, la vitesse des mémoires et des disques durs euh, c'est quelque chose de moins important maintenant. L'autre fonctionnalité, c'est que set allow you to delete a file only if you are the file owner. Donc on peut effacer un fichier seulement si on est le propriétaire du fichier. Il y a quelques répertoires, typiquement /temp sous Linux, qui ont ce sticky bit à 1. Ce répertoire temp, c'est un répertoire particulier où tous les utilisateurs peuvent bien écrire dans ce répertoire-là. Lire, écrire, exécuter, mettre des fichiers qui ont ces droits ici. Et je n'aimerais pas que moi je mette un fichier dans temp et que quelqu'un d'autre aille l'effacer. Donc on met ce répertoire-là avec le sticky bit. Donc seul j'ai copié ce fichier là-bas, seul moi peux effacer ce fichier ici. Si je veux changer ces 3 bits, set user ID, group ID puis sticky bit, on voit qu'on a la commande change mode avec les 3 bits qu'on a vu précédemment, le propriétaire du fichier, le owner, le groupe propriétaire et les autres, et on a ces 3 bits ici. Typiquement là, on met 7 UID bits, 7 group ID puis sticky bit à 1. Ici, j'ai le fichier file qui a un S minuscule. Ce S minuscule, ça veut dire qu'il a le 7 UID bit mis à 1 plus le bit exécutable. Ici, il y a un S majuscule, ça veut dire qu'il a le 7 group ID bit qui est mis à 1, mais il n'est pas exécutable pour le groupe propriétaire, et pour tous les autres, c'est la même chose, mais avec le sticky bit. Voilà, si par exemple le fichier a 644, eh bien j'ai S majuscule, F majuscule et T majuscule. Ici, par exemple, je mets un 4, donc j'ai que le 7 UID bit qui est mis à 1. Donc j'ai ce S minuscule qui vient rajouter. Voilà, maintenant on va parler du read et effective user ID. Alors, chaque processus a deux user ID, effective et read user ID. Les permissions. Alors, Linux utilise seulement le effective user ID pour savoir quelle permission a un exécutable. J'ai ce programme ici, cet UID test, qui a le flag 7 UID bit qui est mis à 1, comme on le voit là. J'ai ce fichier là qui a ce bit qui est mis à 1. Ce fichier qui est là a comme propriétaire root et comme groupe propriétaire root. Je suis l'utilisateur test. Quand j'exécute ce programme-là, on le voit ici, dans ce programme, qu'est-ce que je fais? J'affiche le 7 UID bit et 7 effective UID bit. Et puis on voit que je suis l'utilisateur 501. Et puis, grâce à ce bit ici, eh bien, j'ai les droits root lorsque j'exécute ce programme-là. On a sous Linux possibilité d'avoir des access control list qui permettent des droits étendus. Par exemple, j'ai ce répertoire-là qui a 4 sous-répertoires T1, T2, T3, T4. Et j'aimerais que T1, pour le user 1, ait les droits read-write. Que pour le user 2, read-write-execute, pour le user 3, uniquement read, etc. Avec les droits qu'on a vus précédemment, pour le propriétaire, le groupe propriétaire et puis les autres, eh bien c'est quasiment impossible à faire ça. Les ACL permettent de faire vraiment une configuration très très fine
des droits pour les différents fichiers qui sont dans les différents répertoires ou différents répertoires ici. Pour permettre les ACL, le noyau doit être compilé pour avoir ça. Dans les file systems, on doit permettre les ACL. Voilà, ici, Access Control List. On doit les permettre. Vous avez ces différents types de file system qui permettent les ACL. Voilà. De manière à, donc le noyau a été configuré comme ça. De manière à permettre les ACL, on doit, dans le fichier /etcfstab, indiquer ce mot ACL. Ou si on fait un mount, mettre dans la commande mount le mot ACL, de manière à activer ces ACL. On peut mettre des ACL, typiquement avec la fonction setFACL, où on a une représentation comme ça, "m, permission file or directory, avec user, group and other. Typiquement ici, avec cette commande-là, je mets pour les utilisateurs ces droits-là, pour les groupes ces droits-là, pour les autres ces droits-là, pour le fichier test. Ça, c'est égal à cette simple commande qui est ici. Je peux changer ça là pour l'utilisateur 1, mettre ces droits ici. Pour le fichier test, je peux faire quelque chose de récursif, d'accord, avec "R" majuscule, pour tous les répertoires, pour tous les fichiers qui sont dessous ce répertoire-là. Et puis, il est possible de donner sur une même ligne plusieurs droits. Pour l'utilisateur 1, l'utilisateur 2, pour les groupes, etc. Un répertoire qui a des ACL, les fichiers qui sont créés dans ce répertoire, par défaut, n'héritent pas des ACL. Pour le faire, on doit indiquer le D ici. Typiquement, c'est ce D qui est là, que l'on indique comme ça ou comme ça là. Et là, de cette manière-là, c'est par défaut, eh bien, les fichiers qui sont dessous vont hériter de ces ACL. Si je veux supprimer des ACL, eh bien, on le fait de cette manière-ci. Pour visualiser les ACL, get FACL test directory, on a toutes ces informations qui apparaissent. Si je fais un ls-al test directory, j'ai un plus qui vient rajouter ici, qui indique qu'il y a des ACL pour ce répertoire-là ou pour ce fichier-là. Pour les file systems de type ext2, 3 et 4, on a des droits supplémentaires qui sont valables uniquement pour ces fichiers-là, ces file systems-là. On peut les visualiser avec ls attribute ou change attribute. Alors, visualiser avec ls attribute, puis les changer ici. Je donne ici l'option i, l'attribut i à ce fichier, je la supprime. Pardon, j'additionne, je fais un append de l'option i pour ce fichier-là. S'il avait déjà plusieurs ACL précédemment, on additionne celle-ci. Ou là, je dis, pour ce fichier-là, j'ai l'ACL qui est égal à i. Alors, quelques exemples là. Celui-ci est relativement important. Si vous voulez qu'un fichier, qu'un répertoire ne soit pas du tout modifié, effacé, etc., on peut lui mettre cette option i. Et ici, on est sûr que personne ne va l'effacer. Seul root peut mettre cette option ici. Si même root ne peut pas effacer un fichier, s'il veut à tout prix effacer un fichier, on doit supprimer l'option et ensuite on peut effacer le fichier. Si on ne veut pas mettre à jour la date du dernier accès, de manière à éviter les accès sur le disque, les écritures sur le disque, on aimerait que le fichier soit écrit de manière synchrone, c'est-à-dire dès qu'on le modifie, automatiquement il est écrit sur le disque dur. Le fichier est accessible uniquement en mode append, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer le contenu.
tout ce qu'on va rajouter, ça se trouve à la fin du fichier. Le fichier est automatiquement compressé. Il y a un ancien programme dump qui permettait de sauver des fichiers. Il ne sera pas sauvé avec ça. Ah, voilà. Si je mets l'option J, ça c'est ce qu'on a vu pour le journaling, eh bien ça force à écrire en premier dans le journal et après sur le disque. Ça c'est quelque chose d'important. Si le fichier est effacé, eh bien toutes les datas sont mises à zéro. Chose qui n'est pas fait habituellement. Si j'efface un fichier, le contenu est toujours sur le disque et il est possible de le retrouver à moins qu'il ait été écrasé par un autre write, mais c'est uniquement le lien entre le nom du fichier et puis le contenu qui est effacé. Si je veux rechercher des permissions sur un disque, on peut utiliser la commande find avec l'option perm. Typiquement, si je mets comme ça, je cherche tous les fichiers depuis le répertoire où je suis qui ont cette file permission, c'est-à-dire que le propriétaire du fichier ne peut qu'écrire et les autres ne peuvent rien faire. Si je mets un tiret devant avec 220, alors le user et le groupe ont les bits write à 1. Mais ils peuvent avoir d'autres bits encore à 1. Mais ici, vraiment, les bits ces deux bits doivent être à 1 pour pouvoir afficher quelque chose. Si j'ai le slash ou le plus, c'est un OR. Voilà. Donc on cherche tous les write bits pour les utilisateurs ou les groupes où c'est égal à 1. Ici, on va rechercher typiquement pour les autres, le propriétaire, le copropriétaire, les autres, les fichiers qui ont le write bit à 1, bien, ce sont quand même des fichiers un peu spéciaux qui devraient, parce que n'importe qui peut écrire dedans. Donc là, je recherche depuis la racine tous les répertoires qui ont cette permission-là. Voilà. Et puis on peut changer cette permission ici de manière récursive avec une commande comme ça pour les autres moins write, et ça supprime le write bit ici. Je peux faire la même chose pour le set 8 bits, donc c'est le même style de commande, sauf qu'on va changer comme ça. Et puis on peut changer aussi ça pour un fichier ou pour un répertoire complet. Set group ID, c'est la même chose. Sticky bits, c'est la même chose ici. Encore une chose, si dans le pass, rappelez-vous cette variable d'environnement pass indique tous les emplacements, tous les répertoires où se trouvent les exécutables. Certaines personnes mettent le point dans le pass, qui était fortement déconseillé. En plus, si le point est mis tout au début, il peut y avoir d'immenses problèmes, comme je vais vous le montrer ici. Alors, le point, alors qu'est-ce que c'est? C'est le répertoire courant. Voilà. Ici, si je prends ce répertoire-là, temp, eh bien, si on regarde, eh bien, il appartient à root, au groupe root, et tout le monde a le droit d'écrire ici. C'est Linux qui a besoin de ça. Même les autres, on peut faire read, write, execute. Notez qu'il y a le sticky bit qui est mis à 1. Ça veut dire que si j'écris un fichier, seul le propriétaire du fichier peut l'effacer. Si maintenant je crée un script ou un exécutable ls qui contient ça. Je fais un cat ls. ls, rappelez-vous, affiche le contenu d'un répertoire. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Je fais en premier un cp/etc shadow. Je prends tous les mots de passe et je les mets dans le répertoire /temp. Après un fichier ASD, voilà, n'importe quel nom de fichier qui est là. Ensuite, je change les droits de ce fichier-là. Et puis, j'exécute là la vraie commande ls.
Si maintenant vous avez alors l'utilisateur test ou le hacker a fait ça, d'accord, il met ce fichier dans le répertoire slash temp, j'ai ça, voilà, il met le fichier là-dedans. Vous avez root qui vient régulièrement dans ce répertoire-là, automatiquement. L'administrateur du système va venir là-dedans. La première chose qu'il va faire, il va faire un ls. Quand il va faire un ls, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il y a le point dans le pass et le point tout au début, eh bien c'est ce ls là qui va être appelé, et ce ls là, eh bien va chercher, puisqu'il est root, il peut aller chercher ce fichier là, le copier là-dedans, changer les droits, et puis effectuer la commande ls comme ça. Et après, vous avez l'utilisateur test où le hacker, etc., va se connecter sur la machine, venir dans ce répertoire-là, et puis prendre ce fichier. Et là, il a les mots de passe encryptés, mais il a les mots de passe de tous les utilisateurs. Donc ici, vous ne devez pas mettre le point dans le pass. On peut aussi, enfin on doit aussi, c'est sécuriser le répertoire temp. Donc ce répertoire-là, temp ou slash var temp, qui est très souvent un lien symbolique vers temp, contiennent des répertoires temporaires et sous Linux, ces répertoires-là doivent avoir ces droits ici. Donc on doit pouvoir tout faire dans ce répertoire qui est ici. C'est ce qu'on voit là, de manière à... Alors, puisqu'on peut tout faire là-dedans, eh bien un hacker, lui, va mettre des programmes malveillants à cet endroit-là. On peut, puisque on doit avoir ces droits pour ce répertoire, il est possible par contre, enfin il est conseillé, fortement conseillé, c'est de mettre pour ce répertoire-là dans sa propre partition. Typiquement là, j'ai pour la partition SDA7 le répertoire temp qui est là. Et c'est vraiment une partition particulière et dans cette partition on peut lui donner des droits particuliers aussi. Ou eh bien, il n'y a pas de fichier avec le 7-8 bits mis à 1. On ne peut pas exécuter un programme ici. Il n'y a pas de node file dans ce répertoire-là. Et ces options-là ce sont des options propres aux partitions et il est vraiment conseillé de se mettre thème dans une partition. Donc on a typiquement ça. On a thème qui est une partition séparée du root file system qui est ici. Très souvent, on a vu que le répertoire temp, voilà, ici, c'est une partition qui est faite avec de type TMPFS avec ces droits-là. TMPFS, ça veut dire que c'est une partition qui est en mémoire RAM, qui peut grandir, qui peut rapetissir, et qui, lorsqu'on arrête le système, le contenu est perdu. Si vous n'avez pas la possibilité de mettre une partition supplémentaire sur votre machine, parce que on est limité au niveau des partitions, il est possible avec un loopback file system de faire une partition. Donc ici j'ai une partition qui est là, qui est le root file system qui est ici, avec le slash. Alors, le root file system, qu'est-ce que je fais ici? En premier, je crée un fichier ici de 1 mégabyte, 1 gigabyte ici. D'accord, c'est relativement grand. Et c'est ce fichier-là. Ce fichier-là, il est initialisé, on crée un fichier et on initialise à 0. Ensuite, on formate ce fichier en ext4. On crée un répertoire slash temp. On fait un mount avec les droits ici de et puis cette option loop, extrêmement important, de ce répertoire temp sur ce fichier qui est ici.
Et puis maintenant, ça c'est vu comme une partition. Pour accéder à cette partition, on passe par temp. Et puis c'est comme si on accédait à une partition tout à fait standard. Et on met les droits à temp ici. Il a ces droits-là qui sont nécessaires pour un répertoire temporaire, mais il a, vu que c'est une partition, ces limitations ici pour la partition.